vidéo qui va parler du chapitre 2, méthode d'analyse d'un système chimique. Alors en particulier méthode physique, c'est-à-dire que dans ce chapitre on ne va pas parler de réaction chimique. On va chercher les méthodes sans réaction chimique. Et d'analyse chimique, ça va signifier pour nous dans ce chapitre être capable de déterminer la concentration d'une espèce dans une solution ou être capable de déterminer par exemple la quantité de matière d'un gaz dans une enceinte. Alors pour ça on va procéder à une sorte de catalogue, différentes techniques possibles en fonction de la situation. Allez, sans plus attendre, on commence avec la première. Voici la première méthode pour accéder à une concentration dans une solution. C'est en fait un cas particulier, mais c'est un cas particulier extrêmement intéressant et extrêmement important pour nous en terminale cette année. Il s'agit de mesurer le pH. Alors pour faire ça, tu as trois façons de faire. La première, c'est d'utiliser un indicateur coloré, c'est très facile mais c'est peu précis. Tu as ensuite accès au papier pH, un peu moins facile, ça reste très simple et un petit peu plus précis. Et puis enfin, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'utiliser un pH mètre qui est précis au dixième d'unité pH près. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de mesurer le pH d'une solution? Eh bien parce que le pH, par définition, est relié à une concentration particulière. Et c'est pour ça que c'est un cas particulier. C'est relié à la concentration en H3O+, dans la solution. Par la formule, le pH égale moins log de la concentration H3O+, divisé par C0. C0 étant une concentration standard que l'on prend égale à exactement 1 mol par litre. Donc tu vois que si tu mesures la valeur du pH, et bien ensuite par le calcul, tu vas pouvoir en déduire la concentration des ions H3O+. Cas particulier donc, important, parce que ces ions H3O+, on va le voir dans la suite du programme, jouent un rôle très important dès qu'il y a une réaction acide-base. Alors quelles sont les limites de cette méthode? Il y en a deux. La première, c'est qu'elle ne mesure qu'une seule concentration particulière, celle des ions H3O+. Et la deuxième, c'est qu'on peut utiliser cette méthode à condition d'être dans un domaine de concentration. Ce domaine doit être compris entre 10-1 mol par litre et 10-13 mol par litre, ce qui en pratique ne limite pas tellement notre action. Allez, deuxième méthode, on appelle ça dosage par étalonnage spectrophotométrique. Alors, je te rappelle le principe, parce que c'est quelque chose que tu as déjà vu en classe de première. Le principe est basé sur le cercle chromatique que tu vois apparaître à l'écran, qui t'indique qu'une espèce chimique colorée, lorsqu'elle est colorée, elle va absorber du rayonnement, et elle va absorber la couleur complémentaire de ce qu'elle émet. On peut prendre un exemple, une espèce chimique magenta va absorber la couleur complémentaire, c'est-à-dire la couleur qui est en face dans le cercle chromatique, ici le vert. Alors comment on fait? Eh bien, on prépare une série de solutions, on appelle ça une batterie de solutions, dont on connaît la concentration. Et on va mesurer l'absorbance de ces différentes solutions. On va nos résultats dans un graphique qui s'appelle une courbe d'étalonnage. Pour l'instant, tout est connu. On part de solutions dont on connaît la concentration, on mesure l'absorbance, et ça nous donne ce graphique qui va nous servir de référence, d'étalon. Reste une dernière étape, mesurer l'absorbance de notre solution dont on veut connaître la concentration du produit coloré. On mesure donc l'absorbance, et grâce à notre droite d'étalonnage, on reporte pour trouver enfin la valeur de la concentration dans notre solution. Quelles sont les limites de cette méthode? D'abord, elle ne s'applique que pour des espèces chimiques en solution qui soient colorées. Et la deuxième, ça ressemble un peu aux limites de ce qu'on a déjà vu sur le pH, la concentration ne doit pas être trop élevée. Sinon, la droite d'étalonnage n'est plus une droite et ça peut poser des soucis de précision notamment. Quand je dis pas trop élevé, dans la pratique, ça ne doit pas dépasser 10-1 mol par litre. Allez, troisième méthode, que tu ne connais pas, que tu vas découvrir cette année, mais tu vas voir qu'elle ressemble à la précédente. Ça s'appelle dosage par étalonnage conductimétrique.
ça concerne des solutions qui comportent des ions. Parce que les ions vont pouvoir conduire le courant dans la solution. Et nous, on va essayer de mesurer cette capacité à conduire le courant dans la solution. On va faire ça avec un conductimètre. C'est l'appareil que tu vois ici, qui ressemble un peu à un pH-mètre, mais qui cette fois-ci mesure la capacité de la solution à laisser passer le courant, qu'on appelle la conductivité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on prépare des solutions qui comportent les mêmes ions que la solution dont on veut connaître la concentration, et puis on en fait une batterie de différentes concentrations. Chacune de ces solutions va mesurer cette conductivité. On va rassembler nos résultats que l'on appelle droite d'étalonnage ou courbe d'étalonnage, où on représente ici donc la conductivité, un sigma, parfois la conductance, G, en fonction de la concentration. Puis, on a presque terminé, il ne reste plus qu'à mesurer la conductivité de notre solution, et de se servir de cette droite d'étalonnage pour déterminer ce que l'on cherche. Donc on mesure la conductivité ici, on en déduit la concentration grâce à notre droite. Comme d'habitude, quelles sont les limites de cette méthode? Alors la première, c'est que ça ne peut s'appuyer que sur des solutions qui possèdent des ions. La deuxième, c'est que dans la pratique, c'est facile à mettre en œuvre lorsqu'il n'y a qu'un seul soluté, c'est-à-dire en fait deux ions à la même concentration ou à des concentrations qui sont reliées dans notre solution. Et la troisième, comme pour les deux précédentes, il ne faut pas que les concentrations soient trop élevées. Ici, la limite sera plutôt à 10-2 mol par litre. Enfin, quatrième et dernière méthode, cette fois-ci on va essayer de déterminer la quantité de matière d'un gaz dans une enceinte. Alors comment on fait? Eh bien en fait on se base sur une équation que l'on appelle l'équation des gaz parfaits, qui relie la pression, le volume occupé par ce gaz, la quantité de matière que l'on cherche, petit n, R, la constante des gaz parfaits, qui est une constante, et T, la température, qui s'exprime ici en Kelvin. Alors, tu vois que si je peux accéder à la valeur de la pression dans l'enceinte, à la valeur du volume de l'enceinte, et à la valeur de la température dans l'enceinte, alors je vais pouvoir calculer la quantité de matière représentée ici par petit n. Quelles sont les limites de cette méthode? Tu as vu qu'on a utilisé l'équation des gaz parfaits pour accéder à la valeur de petit n. Eh bien, il faut que cette équation soit valable. Elle est valable à condition que la pression et que la température ne soient pas trop élevées. En pratique, par exemple, pour la pression, on peut monter jusqu'à des pressions de 5 bars avant de voir apparaître d'éventuels problèmes. Donc, pour nous, en général, à pression atmosphérique, ça ne posera aucun souci. Voilà, cette vidéo se termine et à titre de conclusion, voici un tableau qu'il faudrait que tu sois capable de remplir. C'est ce qu'on attend de toi dans ce chapitre. Donc j'ai répertorié les 4 méthodes à notre disposition cette année. Donc mesure de pH, dosage spectrophotométrique avec l'absorbance, dosage conductimétrique avec la conductivité, et enfin, lorsqu'on s'attaque à un gaz, on se base sur l'équation des gaz parfaits. À toi de éventuellement relire ton cours, relire cette vidéo pour être capable de remplir. Quand est-ce que telle méthode est adaptée et quelles sont les limites de cette méthode. Allez, bon courage pour tout ça et à bientôt.